Bonjour, bonjour à toutes et à tous. On est absolument ravis de vous accueillir aujourd'hui avec l'équipe de l'Université de la Terre pour adresser cette question centrale. La communication peut-elle faire de nous des consommateurs? Vous le savez, nos entreprises et donc nos marques françaises, européennes, sont dans une équation d'une infinie complexité, avec d'un côté un constat scientifique édifiant. Je vous rappelle que nous consommons chaque année 1,7 planète pour subvenir aux besoins de notre humanité et que 6 sur 9 de nos limites planétaires qui garantissent l'équilibre de nos écosystèmes sont d'ores et déjà dépassées. Constat donc d'urgence environnementale qui invite nos entreprises plus que jamais à transformer leurs offres, leurs pratiques et en toile de fond bien entendu leur modèle d'affaires pour les rendre plus sobres et résilients. Et puis de l'autre côté, une pression commerciale et technologique sans précédent dans une économie mondialisée telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec des consommateurs qui veulent un peu tout à la fois, mieux consommer certes, mais sans pour autant accepter les arbitrages qui vont souvent avec, une concurrence internationale féroce, avec des entreprises souvent moins regardantes en termes de durabilité, qui n'hésitent pas à casser les prix et à pousser parfois largement à la consommation, et pour corser le tout, des ruptures technologiques telles que l'arrivée massive de l'IA générative qui rebattent complètement les cartes et révolutionnent nos fondamentaux. Alors dans ce contexte inédit, la communication peut et doit jouer un rôle central, en tout cas on en est tous convaincus ici, elle influence nos choix, elle façonne nos imaginaires, nos désirs, elle a donc le pouvoir immense d'accélérer cette fameuse transition vers un modèle durable, mais elle est aussi bien souvent en première ligne des contradictions entre incitation au changement et risque de greenwashing, entre volonté sincère de transformation et pression commerciale croissante. Alors comment fait-on? Comment utiliser cette puissance immense pour accompagner nos sociétés vers nos modes de consommation et donc des modèles d'affaires qui soient plus vertueux, compatibles avec ces fameuses limites planétaires? C'est la question que nous allons explorer toutes et tous ensemble aujourd'hui. Pour en débattre, nous avons la chance d'avoir parmi nous 4 experts et acteurs engagés de longue date sur ces questions. Agathe Bousquet, alors je vais essayer de me décaler parce que je crois que le micro ne marche pas quand je parle de travers. C'est bon comme ça? Ça va être plus sympa quand même pour la conversation. Agathe, vous présidez le groupe Publicis en France. Vous vous êtes beaucoup mobilisée ces dernières années pour transformer ce secteur clé qu'est l'industrie de la publicité, un secteur qui est bien souvent, on le verra, au cœur de toutes les polémiques. Caroline Guillaumin, vous êtes la directrice exécutive de la communication du groupe Orange. C'est à vous qu'on doit notamment des campagnes très emblématiques qui intègrent vraiment la question de la réparabilité, de l'inclusion et de la sobriété au cœur des messages et des récits. Merci beaucoup d'être avec nous. Valérie Martin, vous dirigez le service mobilisation citoyenne et médias de l'ADEME. Vous avez notamment co-rédigé le guide de la consommation responsable et vous œuvrez donc au quotidien pour faire évoluer les imaginaires en faveur d'un monde plus sobre. Vous aurez l'occasion de nous en dire un peu plus dans quelques instants. Et puis Nicolas Schweitzer, l'homme de ces dames, vous avez cofondé la marque La Vie en 2019 avec l'ambition de transformer en profondeur notre alimentation en proposant des alternatives végétales accessibles au plus grand nombre. Vous êtes désormais présent dans 8200 points de vente avec un chiffre d'affaires qui a frôlé l'année dernière les 20 millions d'euros, si mes infos sont bonnes. Et donc, vous nous raconterez comment vous avez fait de la communication un vrai levier stratégique pour développer votre marché et inciter donc un maximum d'entre nous à passer de consommateurs à consommateurs, justement. Un grand merci à vous tous d'être parmi nous et à vous tous ici aussi de nous suivre en présentiel. On a 1h30 devant nous et je vous propose de la structurer en 3 parties. D'abord, on va commencer par faire le point sur ces fameux consommateurs. Qui sont-ils? Que veulent-ils vraiment? Et quels sont leurs paradoxes? On verra qu'ils sont nombreux. On va parler ensuite des premières avancées, comment les entreprises pionnières ouvrent-elles la voie, quels sont les principaux accomplissements dont on peut d'ores et déjà se féliciter. Là aussi, vous verrez qu'ils sont nombreux. Et puis enfin, on s'intéressera bien entendu à la question la plus critique, comment aller plus loin, quels arbitrages, voire renoncements sont nécessaires, et comment dépasser les fameuses contradictions qui persistent pour changer véritablement de paradigme économique. On gardera donc 15 minutes pour vos questions à la fin. On s'engage à tenir ce timing, donc n'hésitez pas à nous rappeler, en tout cas à les préparer au fil de l'eau et on les prendra vraiment à la fin. Et à présent, donc place au débat. Je vous propose qu'on commence par faire le point sur ce fameux consommateur. On a du mal à le définir, à le qualifier. Il y a beaucoup de paradoxes. Caroline et Agathe, je me tourne vers vous peut-être pour démarrer. Comment est-ce que vous définissez ce fameux consommateur? Est-ce qu'il y a des profils types? Est-ce que c'est une nouvelle segmentation marketing? Quelles sont leurs attentes? Dites-nous à qui on a affaire. J'appuie. D'abord, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là.
Alors, le consommateur, d'abord, à moins d'avoir une vision extrêmement puriste de la chose, ce qui est peut-être le cas dans notre public, je dirais que les consommateurs sont en fait assez nombreux. C'est même la majorité des gens. C'est-à-dire, c'est une majorité de gens, pour moi, qui se sentent conscients, concernés ou engagés au regard de son consommation, pensant qu'en fait, cette consommation a finalement un impact, un pouvoir positif ou négatif sur l'environnement, sur l'emploi, sur leur propre santé. Enfin voilà, ça peut être des impacts très différents, plus ou moins individuels, plus ou moins collectifs. Et donc, ce sont des consommateurs qui, quand ils consomment au moment de l'achat, se disent bon, est-ce que j'ai raison de faire ça, ou est-ce que j'ai pas raison de faire ça? Alors, c'est plus ou moins puissant. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on est... C'est pour ça que je dis qu'on est très nombreux à être des consommateurs. Une fois encore, ça dépend de la conception. Et pour nous, dans le marketing, on pense que les gens sont majoritairement des consommateurs. Sauf que, comme sont les gens, ils sont parfois incohérents. Et puis surtout, ils sont sensibles à des effets d'entraînement. Donc, c'est pour ça que la publicité peut d'ailleurs jouer un rôle. Après, certains diront très négatif, d'autres pourront prouver que c'est parfois très positif. Mais c'est très variable. On a vu, dès les années 70, des gens être très engagés dans leur manière de regarder la consommation. Il y avait déjà des sociologues, des philosophes, des gens qui parlaient de ça et qui disaient il faut faire attention à comment on consomme, ça a un impact. Mais la réalité, c'est que c'est plutôt depuis une vingtaine d'années. Moi, ça fait 25 ans que je fais ce métier et je dirais qu'il y a vraiment eu un avant et un après 2008. 2008, c'est une année de crise économique, c'est une année où on est beaucoup plus conscient aussi, il y a beaucoup plus de messages sur l'écologie, il y a des crises sanitaires, il y a des crises aussi de grandes entreprises qui ont un peu trafiqué des normes, et donc, résultat des courses, c'est une espèce de faisceau de communication qui fait que le consommateur se dit, mais pour ma santé, pour la santé de mes enfants, pour l'environnement, pour l'emploi, pour consommer a une forme de rôle, de pouvoir dont j'ai conscience. Et on a vu monter, à partir de là, dans les études, le fait que les consommateurs exigeaient plus de sens, se posaient plus de questions. Alors, selon les années, plus ou moins contrariés. C'est pour ça que le plaisir de consommer, qui pendant longtemps était relativement léger, a été beaucoup perturbé depuis 20 ans, avec des pics, quand c'est l'inflation, avec un moment incroyable dont on parle beaucoup en ce moment parce que c'est les 5 ans, c'est le moment du Covid ou du confinement, où là on a beaucoup moins consommé, mais on a beaucoup parlé du consommer mieux. Donc c'est pas linéaire, mais depuis 20 ans, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de plus en plus chaque année de gens qui, dans nos études, disent je regarde comment je consomme, je suis soucieux de comment je consomme. Je parle de la France, je pourrais élargir à une partie de l'Europe. Voilà, pardon, parce que c'est important. On ne voit pas ça dans toutes les études pareilles, mais en tout cas en France, ça progresse. La question de qu'est-ce que je mets dans ma consommation, et donc forcément, sans être dans une segmentation trop précise, même si c'est vrai que les personnes plus âgées, qui sont à la retraite, sont très sensibles à la qualité alimentaire. Enfin, quand on a des bébés aussi, bon voilà, donc il y a des choses qu'on peut... Mais chacun fait des petits arbitrages dans sa consommation. Il y a beaucoup d'incohérences, d'ailleurs, dans le consommation. Chacun fait un petit peu ses arrangements, en fait, avec son engagement. Mais globalement, une large majorité de la population française est aujourd'hui, à minima, concernée, voire engagée, et sait que consommer a un pouvoir. Et donc, être d'une certaine manière, plus ou moins un bon consommateur, mais est un consommateur. Alors, Caroline, allez-y. Je voulais juste réagir un petit mot. C'est vrai, mais en fait, ça ne change pas fondamentalement la façon de consommer, en vérité. Ce que je veux dire, c'est que quand on regarde nos baromètres et qu'on regarde finalement ce qui va faire qu'on passe d'une envie à l'action, les items qui sont écologiques, qui sont la préservation de la planète, qui sont le social, sont tout petits. Et en vérité, et on en parlera quand on parlera de la consommation, en vérité, on est plus en push quand on est dans une communication responsable. Donc on va pousser des concepts de reconditionnement, de recyclage et autres, mais en fait, ce n'est pas une demande spécifique. Elle est plutôt niche, la demande. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des consommateurs qui ont fait, et je suppose que pour des marques
comme la vie, c'est cette niche qui est hyper intéressante parce qu'il y a des gens qui en ont fait vraiment une forme de consommation, un engagement qui va jusqu'à la consommation et jusqu'au style de consommation. Mais il ne faut pas se leurrer, dans beaucoup aujourd'hui de pays, je parle l'Europe, alors on pourrait parler de l'Afrique parce qu'on y est, là c'est encore plus vrai, mais dans les pays d'Europe, à part quelques pays un tout petit peu plus scandinaves ou effectivement peut-être Europe de l'Est, certains, où on voit vraiment ces items, en particulier sur l'écologie, qui sont beaucoup plus présents. Mais très franchement, aujourd'hui, ça ne change pas fondamentalement la façon de consommer. Et je pense que c'est aussi par période, mais en tout cas, aujourd'hui, ça ne l'est pas. Le prix, aujourd'hui, reste l'item principal qui fait qu'on va consommer ou pas tel ou tel objet. Est-ce qu'on peut revenir du coup sur les ordres de grandeur quand vous dites qu'il y a une grande majorité? C'est intéressant cette différence entre le déclaratif et le véritable passage à l'action, puisqu'on est vraiment au cœur de notre sujet. Quand vous disiez qu'il y a une grande majorité des gens qui sont sensibles à minima en déclaratif, c'est à peu près quelle proportion en France? Et en traduction, en acte d'achat, qu'est-ce que ça représente pour qu'on voit le différentiel? En fait, ce qu'on dit n'est absolument pas antinomique. C'est-à-dire, il y a une très large majorité, en l'occurrence dans les dernières études, c'est pas loin de 80%, hein, 77% se disent soit concernés, soit engagés. Donc ça veut dire que ça compte. Enfin, ça fait partie. Déjà, on n'avait pas ces chiffres-là il y a 25 ans. Donc ça fait partie de nos consciences. L'évolution des mentalités. Consommer, c'est pas... Parce qu'on fait comme si c'était évident, mais pendant des décennies, consommer était un plaisir. Un désir, un plaisir. Beaucoup de gens n'y avaient pas accès à tout un tas de biens matériels ou immatériels, et donc souhaitaient ça avant tout, sans avoir véritablement en tête le fait que ça pouvait avoir un impact. Donc moi, je suis sûre, je sais que ça a un impact. Après, on peut décider de s'en moquer. Hein. Il y a continue d'y avoir des gens qui jettent des papiers par terre. Il continue d'y avoir des gens qui se garent sur des places handicapées ou qui considèrent que la femme n'est pas égale de l'homme. Donc en fait, bon, je pense qu'ici, on n'est pas menacé. Mais voilà. Donc ça, mais globalement, ça progresse. Après, là où Caroline a absolument raison, c'est que chacun d'entre nous va plus ou moins, selon les périodes, selon le portefeuille, selon la conscience, faire des arbitrages. Et alors, on a des gens extraordinaires qui ne mangent plus de viande, mais prennent l'avion sans complexe. Donc, c'est assez intéressant parce que ce n'est pas uniforme. Ça dit bien tous les paradoxes. Ce qui est sûr, et c'est là où c'est super intéressant, c'est que par ailleurs, c'est devenu un marché, en effet, sur lequel il y a des segments de consommation qui sont importants, qui a créé de l'innovation produit, qu'il y a des innovations produits qui se sont répandues et qui ont été du coup accessibles à plus de monde. Voilà, il y a plein d'exemples de secteurs, mais ce que je veux dire, et du coup, ça devient, au-delà de niche, parfois, ça peut progresser. Là où Caroline a raison, c'est que le prix, d'ailleurs, c'est valable même en B2B, on parle de consommateurs, mais même dans l'entreprise. Nous on essaie d'être... je vais avoir Caroline Darmon, la responsable RSE du groupe Publicis, elle est là, elle est partenaire de cet événement, elle est à fond, etc. Dans tous les appels d'offres, on met en avant nos critères RSE. Je vous le dis, quand on est en appel d'offres, ce que le client va regarder d'abord, c'est pas le fait que je sois la meilleure en RSE par rapport à mes concurrents. Ils vont d'abord regarder combien je coûte par rapport à mes concurrents. Donc, tout le monde est comme ça. Simplement, à un moment, je peux faire des arbitrages. Et c'est là où la communication sur les marques est clé, parce que c'est pas seulement, et quand je dis ça, c'est pas les agences avec les annonceurs, c'est quels produits mettons en avant. Parce que c'est comme ça qu'on construit aussi des habitudes sur des nouveaux usages. Et comment est-ce qu'on fait en sorte, qu'en les mettant en avant, on le fasse de manière ultra sympa, cool, désirable et surtout pas ennuyeuse, pour que ce soit une aspiration d'avoir plutôt un produit qui fait du bien qu'un produit qui vraiment coûte pas cher, mais est vraiment dévastateur d'un point de vue d'emploi, de la santé et de l'environnement. Voilà. Et contribuer aussi, en démocratisant, à une approche coût qui soit beaucoup plus intéressante. Il y a aussi ce sujet-là. Plus on est nombreux à consommer certains types de produits, évidemment, moins ils sont chers dans la durée. Et plus on est nombreux, c'est le cercle vertueux qui s'installe. Valérie, j'aimerais bien vous entendre sur cette différence, justement, entre le déclaratif et le passage à l'action. Est-ce qu'il y a une façon d'expliquer ça, outre ce qui a été dit, évidemment, la contraction du pouvoir d'achat qui est évident. Comment est-ce qu'on explique ce différentiel qui se maintient dans le temps, en fait? Bonjour à toutes et tous d'abord, et je suis ravie d'être là. Je voudrais juste revenir sur le terme déjà de consommateur. J'ai un vrai problème avec ce terme. Ça commence mal, j'ai hésité à le dire aux organisateurs, mais on est avant tout des citoyennes et des citoyens. Je ne suis pas uniquement une consommatrice.
Si déjà on se met d'accord avec ça, on peut continuer à se dire, voilà, comment j'agis. Parce que sinon, on est réduit à l'état de quelqu'un qui va acheter un produit A ou B. On a besoin d'acheter. Je vous le dis, je ne vis pas dans une grotte et je ne m'habille pas de peau de bête que j'ai tuée à main nue. Deuxièmement, le point du consommateur, c'est que, en gros, ça, si on dit ça, ça omet la dimension de l'environnement social et matériel. Ça voudrait dire que le consommateur a tout le pouvoir d'agir entièrement. Et je suis d'accord avec ce que vous disiez, il a une partie du pouvoir. Mais c'est pas quand on veut, on peut. C'est l'inverse. Quand on peut, on veut. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que si on n'a pas d'offre alternative, sincère, réelle, etc., ou si c'est juste un petit segment en bas à droite du linéaire à 3 fois plus cher, ça compte pas. Si on me dit, ah ben super bien le vélo, mais que j'ai pas de piste pour être en sécurité, ou qu'il n'y a nulle part personne qui m'a appris à faire du vélo, ça ne marchera pas non plus. Donc, c'est pour ça que pour nous, à l'agence, il est important de regarder et la dimension collective et la dimension individuelle. On ne peut pas regarder que la dimension individuelle. À l'ADEME, on fait beaucoup d'études, 600 par an. Et donc, je vous ai apporté des chiffres. On m'invite souvent pour apporter des chiffres. Donc, vous ne repartirez pas les mains vides. Hein. Et donc, on a les baromètres, notamment des représentations sociales du changement climatique. C'était la 25e édition qu'on a sortie en novembre. Et à l'échelle collective, ce qu'il faut remarquer, c'est que les Français, ils sont effectivement très favorable à des grands principes d'organisation qui nous amènent vers plus de sobriété. Il y a une seule chose, c'est qu'ils disent à 43%, ok, mais il faut que ce soit équitablement réparti entre nous tous, pas simplement moi. Et il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, et une partie de la crise des Gilets jaunes, c'était ça aussi, c'est que je ne veux pas avoir l'impression qu'on me met tout sur les épaules, à moi tout seul, comme si j'allais pouvoir répondre à toute la problématique. Ensuite, ils disent, bah, ok, moi, je veux bien adopter tout un tas de pratiques. Alors, même des pratiques assez compliquées, même des politiques assez compliquées, comme densifier l'habitat pavillonnaire en milieu urbain, etc. Ça, pourquoi pas. Augmenter la taxe carbone aussi, plus 6 points. C'est assez intéressant parce que ce sont des dimensions de politique publique un peu larges. Mais c'est clair que quand ça concerne des choses qui les touchent plus personnellement, comme par exemple abaisser la vitesse sur autoroute à 110 km/h, là, il y a quand même un gros gap. C'est pas quelque chose qui me plaît énormément. Et ça rentre aussi dans mes pratiques de citoyen. Ça montre comment je respecte l'ensemble de mon écosystème, de l'autre, des autres, etc. Et sur la partie pratique personnelle. Alors là, il y en a qui disent, pour les 2/3 des répondants, ils nous disent « je le fais déjà ». Qu'est-ce que je fais déjà ? En règle générale, c'est des gestes qui sont assez habituels. Je vais trier mes déchets, je vais faire des économies d'énergie, des économies d'électricité. Ça, malheureusement, la guerre en Ukraine a fait que on a été particulièrement sensibilisés à la sobriété énergétique et on voit qu'il y a des comportements qui se sont ancrés. Ça correspond souvent en plus à des personnes plutôt plus âgées et qui n'ont pas l'impression de faire un effort différent puisque ce sont des choses qu'on leur a toujours apprises. Okay. Ensuite, il y a les 50%, ceux qui disent « bon, ça, je le fais ». Alors là-dessus, c'est assez intéressant. Il y a eu des choses qui ont bondi. Ne plus prendre l'avion, c'est du déclaratif. J'en suis parfaitement consciente. Mais comme c'est un baromètre sur 25 ans, c'est là aussi où c'est intéressant. Ils étaient 36% en 2018, 50% aujourd'hui. Consommer moins, et c'est pour ça que je vous rejoins toutes les deux, ils étaient 37% en 2017, ils sont 53%. Il y en a d'autres, c'est plus fluctuant, comme par exemple limiter sa conso de viande. Ils étaient là, c'était pas très clair entre 2008 et 2020, et là on est autour de 50% pour les 4 dernières années. C'est assez intéressant de voir ça. En revanche, il y a des pratiques qui restent beaucoup plus marginales, et ça va être notamment les questions de mobilité. Parce que c'est là où, justement, on ne peut pas dire à tout le monde, c'est pas grave, t'as qu'à prendre ton vélo pour aller faire tes courses à moins de 3 km. Ouais, mais moi, je marche pas bien, j'habite dans la Pampa et c'est très très loin pour aller chercher mon pain, etc. etc. Il y a plein de bonnes raisons
qui font que c'est pas possible pour tout le monde de prendre son vélo et que oui, on va avoir besoin de prendre aussi sa voiture. Donc là-dessus, il y a un premier conflit et on a besoin d'avoir il y a des contraintes structurelles. Et l'autre point aussi, c'est les achats de vêtements de seconde main. On est à 31% et je pense qu'on doit avoir à peu près les mêmes chiffres. Donc c'est ce que vous disiez, c'est pas des pratiques qui sont aussi répandues que ça, et ça je pense que c'est important de le mettre. Et de même, les placements de l'environnement dans les placements financiers sur ces questions environnementales, c'est autour de 27-28% déclaratifs. Voilà. Et quand en plus, il faut savoir qu'en 2024, on a connu un léger tassement, une légère baisse des pratiques, je trouve que tout ça, ça montre bien que, c'est ce que disait Caroline, la question du pouvoir d'achat, elle est sans aucun doute déterminante, au même titre que cette question également des équipements, des structures, et donc de ce qui fait que je vais avoir envie d'agir plus ou moins. Voilà, c'était en gros ce que je voulais vous dire. Et la dernière chose que je voudrais vous dire, c'est qu'on leur a posé la question de qui est le plus efficace. Donc, pour résoudre le problème du changement climatique. En premier, c'est toujours le citoyen. Et vous voyez, par rapport à ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est assez intéressant, cette différence entre justement ce qu'ils pourraient avoir envie de faire, comment ils se jugent, etc. Et ils disent, qui agit le plus? Alors, c'est toujours le citoyen, à 25%, suivi des États. Mais ensuite, on a les associations, les collectivités, et beaucoup plus loin, on a les instances internationales et les entreprises. Donc, il y a aussi cette question-là de qui est efficace pour pouvoir agir et qu'est-ce que je vais attendre de tel ou tel acteur. Et je pense qu'il faut le repositionner et il ne faut pas jeter l'opprobre sur tel ou tel acteur. Ce n'est pas la question. On doit bien travailler de façon collective et il ne s'agit pas de pointer du doigt que tel ou tel serait responsable. Sinon, on ne va pas y arriver. Je me tais. Merci Valérie, on les aime ces chiffres quand même, ils permettent quand même de bien planter le décor et merci de nous avoir rappelé ces éléments centraux. Je me tourne à présent vers vous Nicolas. Vous incarnez pleinement l'émergence de ce consommateur puisque ce sont 100% de vos clients. Est-ce que vous pouvez nous raconter déjà pourquoi vous avez eu envie de créer cette aventure entrepreneuriale? À quels besoins ça répondait peut-être personnel et aussi à quelles opportunités vous aviez détectées sur le marché qui n'étaient pas forcément satisfaites à l'époque? Pourquoi la vie? Pourquoi la vie? Bonjour à tous. Vous avez 4 heures. Je voudrais commencer par rebondir sur le chiffre de Valérie. Et effectivement, il y a 50% des Français qui déclarent vouloir réduire leur consommation de viande. Et pourtant, donc, tous les ans, on vérifie, tous les ans, c'est 50% qui disent vouloir réduire leur consommation de viande. Ça a beaucoup chuté entre 2008 et 2020. En revanche, c'est complètement stable, voire ça augmente depuis 2020. La consommation. On est en plein dans les paradoxes dont on parlait tout à l'heure. D'où l'importance de se parler de chiffres. Déclaratif, le réel. Pourquoi? Parce que la viande, c'est super bon. Et donc, il y a un tel attachement culturel, de bonheur. Enfin, on revient un petit peu aussi au fait que dès qu'on sort un peu de nos bulles, faut quand même réaliser que pour la grande majorité des Français, les repas dans la journée, c'est des moments de bonheur qui sont parfois les seuls moments de bonheur. Et donc, de s'attaquer, enfin de remettre en question la viande, qui est une grosse partie de ce moment de bonheur, c'est vraiment toucher à quelque chose de viscéral, de quelque chose qui est très ancré dans les habitudes. Donc, nous, on existe pour essayer de permettre de résoudre un peu ce paradoxe où on a d'un côté des gens qui souhaitent réduire leur consommation de viande, soit pour des raisons environnementales, mais aussi des raisons de santé ou de bien-être animal, de plus en plus, et qui n'y arrivent pas, parce que c'est trop bon la viande. Et donc, ce qu'on propose chez La Vie, c'est de reproduire l'expérience de la viande avec des plantes. Donc nous, c'est des légumineuses, donc ça va être du pois, du soja, de la févrole, qu'on va transformer de telle sorte que ça reproduise à peu près l'expérience de la viande. Et chez La Vie, on fait que de la charcuterie, donc on propose du jambon végétal, des lardons végétaux, du bacon végétal. Et l'idée, c'est vraiment de permettre d'avoir des produits qui ont le même goût, donc qui permettent de ne pas perdre ses repères en termes de gourmandise, de plaisir, mais qui sont très significativement meilleurs pour l'environnement, puisque en moyenne, sur l'ensemble du portefeuille, c'est moins 77% de CO2.
je reviendrai peut-être sur pourquoi est-ce que ça pollue autant la viande, parce que la plupart des gens ne réalisent pas. C'est meilleur pour la santé, hein. On est systématiquement meilleur en Nutri-Score, on a beaucoup moins d'ingrédients. Systématiquement, sur l'intégralité de nos produits, on a moins d'ingrédients que l'équivalent carné, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On est sur des produits qui sont clairement meilleurs pour les animaux. Et j'espère un jour qu'ils seront aussi abordables pour pouvoir justement convaincre tout le monde, même si on n'y est pas encore. Et alors peut-être, je ne sais pas si on va aborder la question de pourquoi la viande est plus polluante tout de suite, mais on pourra en reparler après dans les questions si vous en avez à ce sujet. Qui sont vos clients véritablement, les profils types que vous visez en priorité en France? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes uniquement distribué en France, même si je sais qu'il y a des... Non, on est en France plus et largement, en Angleterre on est aussi. en 2 pays principalement. Et quel potentiel surtout vous imaginez devant vous? Donc, c'est vrai qu'actuellement, on est principalement sur un segment où c'est un peu niche. C'est vraiment les gens qui... c'est pour ça que je pense que effectivement, la quasi-totalité de nos consommateurs sont des consommateurs, si on considère que consommateur qui sort un peu uniquement du paradigme prix-qualité et qui a d'autres considérations est un consommateur. A priori, si je suis honnête, très sincèrement, c'est vrai que des lardons de porc, c'est moins cher et c'est meilleur. Donc, à partir du moment où on fait un acte d'achat, en goût, pas pour la santé, mais pas pour mais donc à partir du moment où on fait la démarche quand même d'aller vers des alternatives qui sont plus vertueuses, c'est probablement qu'effectivement, à moins qu'ils se soient trompés, la majorité sont des consommateurs. Et quelle est la proportion de la population française qui aujourd'hui achète des produits comme le vôtre ou comme les vôtres? Le segment sur lequel vous vous positionnez, ça représente quoi par rapport au segment de la viande ou du porc, plus précisément? Donc il y a deux segments différents. Il y a ce qu'on appelle les flexitariens, qui représentent, en fonction des études, 40% de la population, donc qui activement cherchent vraiment à réduire leur consommation de viande. Et après, nous, on a... voilà, je suis désolé, j'ai que la core target, vraiment la cible, la niche, qui sont les végétariens et les véganes, qui donc ont complètement arrêté de consommer de la viande ou des produits animaux, et qui représentent 3 à 4% de la population. Ok. On se parlait tout à l'heure de la spécificité française, parce que là on voit qu'on est entre Français. Est-ce en dézoomant un petit peu, vous pourriez nous dire, peut-être Agathe et Caroline qui avaient cette vision assez mondiale des choses à travers vos jobs, est-ce qu'on est vraiment, nous, l'épaisseur du trait, ou est-ce que vous voyez quand même des Français, en tout cas ce type de comportement se développer plus largement dans le monde? Quand on voit les récentes nouvelles qui nous arrivent des États-Unis, on en doute fortement, mais pour autant, dites-nous vous, ce qu'il en est en vérité. Alors, Orange n'est pas aux États-Unis. Non, en Afrique en l'occurrence, mais je pensais à Agathe sur les États-Unis. Non, c'est un peu ce que je disais. C'est globalement, on a à peu près. Alors nous, on est dans la téléphonie mobile, donc c'est pas l'ensemble du spectre de l'engagement, et en particulier, je connais absolument rien à l'alimentaire, mais sur nos types de consommation, on prend toute l'Europe, on a à peu près des comportements équivalents, à part, encore une fois. On a quelques pays en Europe, comme par exemple, on est très présent en Pologne et dans les pays anciens Europe de l'Est, qui ont une tendance beaucoup plus forte sur de la consommation, un peu plus responsable, et en particulier sur les enjeux environnementaux. Alors, on est un tout petit peu dans les pays scandinaves et on le voit encore plus, mais sinon, on a quelque chose qui est assez uniforme. Et ensuite, quand on regarde en Afrique, là, on a un tout autre sujet qui est plus lié à une consommation plus locale africaine. Et donc, on a ce phénomène, en fait, un tout petit peu anti-occidental, anti-français, qui est... Alors que nous, on vit très peu parce que la marque Orange est très assimilée à une marque locale. Mais notre communication, par exemple, dans la plupart de nos pays en Afrique, est très liée à ce que nous faisons dans les communautés en Afrique. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on est une marque qui avons plutôt une très bonne image. Donc l'attente en fait des Africains, de nos consommateurs africains dans les pays où nous sommes, et on est quand même dans beaucoup de pays, c'est d'abord des marques qui sont assez locales, donc encore une fois beaucoup d'attentes à ce que nous ayons une accessibilité, mais surtout un engagement local, que ce soit philanthropique ou autre, et puis le prix.
Parce que là aussi, dès qu'on a eu, nous, des crises majeures avec des consommateurs en Afrique, parce que les prix avaient augmenté un tout petit peu et que effectivement, on a eu des phénomènes en fait de boycott massif qui étaient liés en fait au fait d'avoir des prix qui n'étaient pas jugés comme abordables pour les populations locales. Ok, très clair. Sur la partie américaine, oui, non, alors je vais faire des gros raccourcis clavier parce que c'est plus le compliqué que ce que je vais vous dire, pardon d'avance. Mais ce qui est vrai, c'est que la pression de l'environnement, la question ici du recyclage, de la réparation, du seconde main, même si en effet, je suis d'accord avec toi, on est très loin de ce qu'on aimerait, mais l'évolution des méthodes, mais même de la vision sur le gaspillage, la pression est nettement plus forte ici qu'elle ne l'est évidemment aux États-Unis. Hein, ça n'existe quasi pas. Ça ne veut pas dire que là-bas, il n'y a pas des gens qui ont des comportements tout à fait vertueux en termes de consommation, mais ça n'a rien à voir. Je suis d'accord avec ce que tu disais, ça dépend aussi de l'offre. Hein. Moi, je reviens des États-Unis, d'une ville en Floride très connue, dans laquelle mon taxi me disait, oui, mais ici, nous, on connaît bien la France. Il me disait, moi, nous, ici, il n'y a pas le métro. Donc, on vit dans la pollution du... Mais vous avez la question des infrastructures. Voilà, donc, on a quand même... Moi, c'est plus facile pour moi de prendre le métro que pour quelqu'un qui est habitant à Miami, ça, c'est sûr. Donc, on a quand même la question de l'offre, elle est absolument clé. Mais la pression n'est pas du tout la même. Et je ne vais pas vous faire un dessin, ça ne va pas s'arranger dans les 4 prochaines années. Donc, du coup, ce qui est clair, c'est que toutes les normes qu'on peut avoir ici, les réglementations, les législations, etc., parce que, bien sûr qu'il y a l'intention, mais on le voit bien, c'est quand même une volonté politique, législative qui pousse aussi l'innovation. Nous, ici en France, je vois qu'il y a Stéphane Martin de la RPP, sont les gens qui nous régulent, qui nous surveillent d'une certaine manière, et on est très réglementé, et c'est une chance d'être très réglementé et d'être très surveillé. La réalité, c'est que ici, on ne va pas faire n'importe quelle pub racontant n'importe quoi, comme on a pu faire il y a 25 ou 30 ans quand on voyait un gamin qui mangeait un produit chocolaté sous des tonnes de pots de plastique. Bon, ça n'existe plus. Ici, quand vous regardez dans un pays à l'étranger, parfois les tunnels de publicité, vous êtes effrayés. On voit encore des voitures qui vont dans des lacs et qui tuent des poissons parce qu'elles vont très très vite et qu'elles roulent avec des très très grosses roues. Ici, nos campagnes, Stéphane et moi, on a des grands débats là-dessus, les voitures, elles avancent pas très très vite sur les routes. Voilà, c'est... Bon, j'ai caricaturé un peu, mais c'est juste pour dire, on est un pays on a beaucoup de progrès encore à faire, mais en Europe, globalement, la conscience, elle n'a rien à voir. Ce qui m'intéresse, et on en parle souvent avec la RSE chez nous, c'est qu'on est aussi très présent en Asie, chez Publicis, et je vois l'Asie en train de changer, à la faveur d'ailleurs du fait qu'ils ne respirent plus, quand même. Hein, bon. Donc, non mais, ok, mais quand même, on voit... Quand on parle d'écologie, quand on parle d'environnement, et notamment sur nos pratiques publicitaires, ceux qui, dans le monde, commencent vraiment à s'intéresser à nos formations, qui appliquent qui reprennent nos webinaires et qui les traduisent, etc., et qui s'inspirent d'ailleurs de ce qui est en train de se passer sur la CSRD, etc., c'est l'Asie, beaucoup plus que outre-Atlantique. Oui, je voudrais insister là-dessus parce que c'est absolument phénoménal ce qui se passe en Chine. Et ça va très vite. Nous, les réseaux, en fait, les fournisseurs de réseaux chinois sont les plus écologiques, en fait, beaucoup plus que ceux qui sont produits en Europe. Et deuxièmement, quand on voit l'IA générative, le modèle DeepSeek est beaucoup plus frugal, consomme beaucoup moins d'énergie que tous les autres qui sont sur le marché. Donc, il y a vraiment une prise de conscience et c'est intéressant parce que c'est pas forcément ce à quoi on s'attend au premier abord. Ouais, merci de le rappeler en effet. Sur les jeunes, Valérie, je te vois ouvrir ton micro. Les jeunes. Génération engagée ou illusion d'optique totale? Pardon, les jeunes. Donc, on a fait une autre enquête. Donc, on en a fait une sur les juniors. Ça, c'est parce que comme je rentrais dedans, j'étais un peu inquiète. Donc, c'est les 55-75. D'accord? On s'appelle les juniors. On se sent mieux, du coup. Et donc, on a travaillé sur les jeunes, les 15-25 ans. Okay? C'est une enquête qui date de 2023. C'est avec Opinionway. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est très clair. Ce sont des jeunes qui sont parfaitement conscients de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Il y a une inquiétude qui est extrêmement forte, une préoccupation majeure, réelle. Ça, jusque-là, on est tous d'accord. Et ce qu'ils nous disent, notamment, c'est quand même 79% qui déclarent accorder une grande importance à ce sujet-là, plus que leurs conjoints. Alors, j'étais un peu embêtée pour les 15 ans, mais enfin, je me suis dit que ça ne concernait pas les 15 ans, plus que leurs conjoints ou leurs parents. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Et que, en gros, ce qui cause tout ça, c'est
un mot qu'on n'a pas encore cité, mais qu'on va citer là, la surconsommation, la surproduction, et aussi dans un registre plus moral, tout ce qui est l'avidité, la compétition, et puis de toute façon l'égoïsme. Donc ça, c'est la première chose. En revanche, donc ils sont engagés, mais quand on leur dit très bien, tu déclares que tu es engagé, mais alors tu fais quoi? Alors on leur a posé plusieurs questions. Par exemple, on leur a dit, est-ce que vous êtes engagé dans une association de défense de l'environnement? Oui, à 9%. D'accord, ou 14%. Est-ce que tu as déjà fait une marche pour le climat? Oui, à 9%. OK. Et pourquoi? Ben parce qu'en fait, ils disent que c'est vrai, ils reconnaissent qu'il y a une forme un peu, eux aussi, d'égoïsme. Donc c'est intéressant cette honnêteté, je trouve, de ce côté-là. Et ensuite, on leur a posé la question, bon, alors tu t'engages comment? Et en fait, le point, c'est qu'ils s'engagent principalement par quelques éco-gestes, mais pas par des changements structurels. Pas plus que les aînés. Et ça, c'est intéressant, parce que ce qui veut dire qu'il ne faut pas aller faire une opposition, on doit être dans un dialogue intergénérationnel et pas opposer les jeunes aux plus âgés. Dans ce qu'on reprend, les jeunes, ils sont 2 fois plus nombreux à adorer chauffer à 22 degrés et plus leur appartement. Ensuite, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ils déclarent manger de la viande, donc ça c'est pour toi, tous les jours. Et ils ont le taux de renouvellement de leur smartphone le plus rapide. Mais, c'est important tout ça. Mais ils nous disent aussi qu'ils sont nombreux à avoir acheté un smartphone d'occasion ou reconditionné. Et ça aussi c'est important, 26% contre 16% en moyenne. Intéressant ce chiffre. Et qui sont les principaux usagers des transports collectifs, et pour cause, la voiture, ça coûte cher. Pour les déplacements longs, puisqu'ils n'ont pas tous leur permis de conduire, pour les déplacements longue distance, là aussi, concernant l'avion, c'est un sujet dont nous n'avons pas encore parlé, mais c'est un sujet qui vient souvent sur la table. C'est eux qui déclarent avoir un usage plus répandu que la moyenne, mais c'est aussi eux qui déclarent n'avoir jamais voyagé en avion au cours de leur vie. Donc, il ne faut pas raccourcir en disant qu'il y a des comportements homogènes dans la génération Z ou après, parce que je me suis perdue après Z, je vous l'avouerai, c'est qu'ils sont tous conscients des dérèglements climatiques, mais ils sont lucides. Et surtout, ils disent, on manque d'informations à 84%. C'est pour ça que là-dessus, ils savent très bien qu'ils ont besoin d'informations. Et l'un des modes d'information qu'ils ont, les influenceurs, les réseaux sociaux. Et là, ça pose la question aussi, parce que nous sommes tous les 4, nous sommes des marques. L'ADEME aussi, c'est une marque. Hein. Nous utilisons aussi, nous avons recours à des influenceurs. Et à partir de ce moment-là, comment est-ce qu'on les choisit? Quel message ils vont porter plus globalement? Et ce message de la surconsommation, de l'imaginaire dans lequel ils nous entraînent, est extrêmement important. Donc ça, c'est important. C'est pour ça qu'on a développé, ça c'est l'instant pub, on m'a ordonné de le faire dans mon propre service, on a développé pour les jeunes de 15 à 25 ans le site mtater.fr, qui donne énormément de conseils du quotidien, en fait. Parce que ce n'est pas des choses qui doivent sortir de notre quotidien. On a besoin de savoir comment faire. Ce n'est pas que de la politique généraliste. Et merci Valérie pour cette magnifique transition. On vient naturellement à notre deuxième partie, la partie sur le comment. Vous vous êtes beaucoup engagé au niveau de l'ADEME sur la question des imaginaires, des récits justement, que ce soit dans la pub ou plus largement dans les films, les séries. Pourquoi est-ce que cette question des imaginaires et des récits, elle est si centrale, elle est si essentielle pour mener à bien la transition dont on se parle? Non mais c'est une bonne question parce qu'en fait on s'est quand même demandé... Ça fait 33 ans l'ADEME, donc moi ça fait 32 ans que j'y suis. On s'est posé les questions suivantes. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? On sait. On ne peut pas dire comment pouvait-on savoir. Ça, c'est pas possible. Chut. Donc, riez pas tout le temps quand je parle, parce qu'après ça fait pas sérieux. Ce qui s'est passé, c'est que en fait, on a beaucoup communiqué par le biais de chiffres. Tout ce que je viens de vous faire. Mais ça ne parle pas, les chiffres. Ça touche personne. Or, comment vous voulez faire pour engager, pour faire passer à l'action, si vous ne touchez pas au cœur? Et ça a été notre premier point. Deuxièmement, on est très doué pour se parler entre sachants et pour inventer des termes.
Il y a eu, il y a une quinzaine d'années, l'économie circulaire. Ça reste encore, dans certaines fois, un petit voile flou. Mais rassurez-vous, nous avons inventé d'autres termes. L'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Vous verrez, ça, c'est un autre débat. Promis, je ne démarrerai pas là-dessus. Mais ça parle entre sachants. Ça touche pas. Or, quand on veut parler de nos sujets, on doit parler de quoi? On doit parler de santé. Les vagues de chaleur, les morts, les vivants aussi, comment on s'en protège. On va parler d'économie, on va parler de pouvoir d'achat, on va parler d'emploi, on va parler de risques géopolitiques, on va parler de conflits migratoires. Tous les déplacés climatiques, c'est pas une vue de l'esprit, hein, c'est une réalité. Et il n'y a pas besoin d'aller les chercher bien loin. Donc c'est tout ça sur lequel il faut qu'on soit vigilant. Et alors on se dit, mais pourquoi il y a ce décalage entre intention et action? Mais tout simplement parce que on baigne dans un univers qui est extrêmement productiviste, consumériste. Je ne m'exprime pas en tant qu'association. Le terme productiviste, consumériste, etc., c'est même Hélène Valade, qui est la directrice environnement de LVMH et présidente de l'ORS, on ne peut pas vraiment dire que ce soit des gauchistes, hein, qui utilise ce terme. On est aussi dans un monde très illimitiste. La croissance infinie dans un monde aux ressources finies. On est dans un monde très technosolutionniste. De toute façon, c'est pas grave, la technologie va nous sauver. Et puis, la croissance du bonheur, de toute façon, le bonheur, c'est par la consommation. Donc, tout va très bien aller. À partir du moment où on est dans cet univers-là, qui est pas... Ça fait partie des imaginaires. Non, c'est pire que ça. C'est l'imaginaire dominant aujourd'hui. Et on est englué dedans. Et on a extrêmement mal à s'en désincarcérer. Or, on sait très bien que ça a un coût économique et social qui est majeur et qu'il nous faut faire émerger, rendre beaucoup plus mainstream et je dis bien les contre-récits. Il n'y a pas un récit dominant. Il faut sortir du dogme. Il y a des contre-récits qui doivent émerger et des contre-récits des sobriétés. Là aussi, les sobriétés, il n'y en a pas une absolue. Et c'est pour ça qu'il faut voir qu'on a besoin de créer des récits qui ne soient pas monolithiques, mais qui permettent de faire émerger des futurs qui soient désirables, dans lesquels on a envie d'aller. Parce que le vrai problème dans lequel on est, c'est que sur ces questions des récits, des imaginaires, en fait, ça veut dire quoi? C'est que la transition écologique, c'est pas une transition technique, c'est une transition culturelle. Et ça, c'est Denis Meadows, de 1972, qui le dit déjà lui-même. Or, c'est important, parce qu'on sait les solutions, on sait comment il faut faire pour réduire les émissions de GES, etc. Mais notre culture, nos valeurs, on est tellement englués dedans qu'on n'arrive pas à désincarcérer le futur, comme dirait le collectif Zanzibar, dans lequel on va retrouver Damasio. Donc ça, c'est important. On doit transformer en profondeur nos imaginaires, et à ce titre-là, nos métiers, et on s'inclut tous, de la communication, de la publicité, du marketing, de la culture au sens large, on a une responsabilité énorme sur les imaginaires que l'on produit et que l'on diffuse. Et comme dirait mon ami Spider-Man, à grande responsabilité, à grand pouvoir, grande responsabilité, et donc on est collectivement en charge de devoir essayer de faire émerger des nouveaux imaginaires. Mais attention, pas du storytelling, pas le truc où tu tripolines gentiment en vert, etc. Le récit transformatif, celui qui ne se fait pas sur un claquement de doigts, mais celui qui fait que progressivement, on construit autre chose dans une vision collective. Je me tais. Alors justement, pour passer du déclaratif aux actes, vous, Agathe, vous avez contribué fortement ces dernières années à essayer de structurer le secteur de la publicité, de la communication, pour qu'il puisse accélérer et favoriser ce type notamment d'imaginaire. Racontez-nous, vous avez notamment co-créé avec l'ADEME justement les contrats climat il y a quelques années. Racontez-nous quelles sont les priorités que vous avez estimées vraiment fondamentales pour le secteur et les premiers accomplissements peut-être que vous voyez d'ores et déjà, même si on sait que le chemin est encore long. Oui, alors pour faire une longue histoire très courte, la publicité très réglementée allait être encore plus réglementée et a été encore plus réglementée dans le cadre de la loi climat.
Okay, donc on est en 2022, je crois. Convention citoyenne pour le climat. Voilà, Convention citoyenne. Donc, parce qu'elle est très montrée du doigt à ce moment-là, et en général, mais à ce moment-là en particulier, par les citoyens. Et donc, le gouvernement demande à Arnaud Leroy, à l'époque président de l'ADEME, et moi, parce que je suis un peu engagée sur ces sujets-là, et que Publicis, c'est une grande maison, je pense que ça joue aussi, on décide de nous confier une réflexion sur le sujet pour voir si le secteur est volontariste. Et on se rend compte, en fait, qu'il y a plein d'initiatives, il y a plein, au risque de surprendre certains dans la salle, il y a plein de gens, notamment dans le marketing, la pub, la com, etc., qui vraiment n'ont pas de goût de promouvoir des produits pourris qui font du mal. Enfin, c'est pas ça l'état d'esprit. L'état d'esprit, et donc il y a plein d'initiatives, il y a plein même de modes de fonctionnement. On a beaucoup à l'époque déjà travaillé sur l'éco-production, l'éco-conception. On a beaucoup investi d'argent pour essayer de limiter notre impact, etc. Bon, mais que tout ça est totalement saupoudré. Et donc on décide en effet de définir un contrat climat dans lequel les gens peuvent, annonceurs, c'est-à-dire des boîtes comme Orange, Renault, voilà, plein de boîtes, et des agences de communication, de médias, etc., peuvent structurer leurs ambitions avec des vrais moyens de les mesurer. Et dedans, vous avez, qu'est-ce que je fais pour promouvoir les bons produits? Comment est-ce que je fais dans la communication, les médias, etc., pour promouvoir les bons produits? Ça, c'est clé. Si vous dites Carrefour, je mets en avant que des mauvais produits, ou je vais plutôt pousser le bio, même si, ok, c'est pas le plus gros de ce que je vais vendre, mais c'est ce que je veux mettre en avant, parce que ça me distingue et parce que c'est important. Voilà, il y a une intention. Qu'est-ce que je propose comme produit? Qu'est-ce que je montre comme comportement, comme usage? Et on verra peut-être des exemples, mais ça, c'est clé. Comment est-ce que je favorise certains usages plus que d'autres? Tout à l'heure, tu parlais de logement. La publicité, qui fait beaucoup de raccourcis, a beaucoup mis en scène, et continue de mettre en scène souvent, le petit pavillon. Le petit pavillon, parce que c'est une aspiration, un petit pavillon, une petite maison, un petit bout de jardin, etc. Avec la voiture devant, papa, maman, etc. Non, comment est-ce qu'on promeut d'autres modèles? Pas toujours celui-là, qui est, on le sait, très énergivore. Donc, les imaginaires. Et puis, comment est-ce qu'on produit? Comment est-ce qu'on produit ce marketing? Comment est-ce qu'on fait pour que ce marketing, dans la conception, et la Covid, pardon, ça a fait énormément de mal, mais là-dessus, ça nous a beaucoup aidé, parce qu'on a arrêté de produire loin, etc. Donc, on a appris à produire avec d'autres méthodes. Et donc, ça nous a fait faire un espèce de bond en avant en termes de production pour limiter les impacts. Donc, ça, c'est des contrats. Et les annonceurs, comme les agences, peuvent s'engager sur un certain nombre de choses. C'est très important. Moi, je crois beaucoup aux règles. Je crois beaucoup au fait aussi que le consommateur ou le citoyen puisse regarder et d'une certaine manière, contrôler ce qui est fait par les entreprises. Le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, bon, ça c'est ma petite déception personnelle, je pense qu'on a une 150 environ contrats climat qui sont très ambitieux. Hein. Les agences qui l'ont fait, les annonceurs qui l'ont fait, ils ont des bons contrats climat. Et ils le suivent, etc. Mais en revanche, il y en a encore plein qui ne sont pas dans cette démarche-là, qu'il faut qu'on arrive à convaincre d'embarquer là-dedans. Et c'est clé parce qu'en effet, tu disais grand pouvoir, grande responsabilité, c'est archi vrai. On montre des images, et ne nous trompons pas, hein, quand vous regardez une fois encore les campagnes d'il y a 25 ans, on voit bien que la pub aussi, elle a parfois servi à pousser des batailles culturelles, en montrant des hommes qui utilisent des produits ménagers, en montrant des femmes au volant des voitures, en montrant des familles diverses. Et ça, c'est plus la publicité ou la culture cinématographique ou les séries qui ont mis en avant ça, bien au-delà de la réalité, hein, parfois de là où on était les gens. Donc il y a une démarche, quand elle veut être du côté du progrès, qui est possible par la communication. Et la question, c'est comment est-ce qu'en effet, c'est un effort volontariste, comment est-ce qu'on est du bon côté de l'histoire et pas du mauvais côté de l'histoire. Il y a un spot dont vous parliez qui illustre très bien ce que vous êtes en train de décrire sur les imaginaires. Je propose qu'on le regarde au moment des JO qui a beaucoup résonné. Ah, c'est passé. Bravo. Oui, c'est passé. Oh oui. Bien sûr que c'est passé. Oh, maintenant, faut que ça aille au bout. Allez. Ouais, c'est bien joué. Il n'y a plus qu'à la pousser. Allez. Il n'y a plus qu'à la pousser. Voilà. C'est pénalty, ça. C'est fait. Les Bleus qui reviennent dans le match. Et on a encore le droit de rêver. Avec le pied droit. Quel toucher de balle extraordinaire. Là, il y a un bon ballon de foot à jouer. Bien fait le centre frais. Bah oui, bravo. Il va direct. Il est direct. Le centre frais. Oh, le geste d'ailleurs. Ah, la tête piquée. Oh, quel effet. Superbe. Elle est belle cette équipe. Ouais, c'est ça. Le football qu'on aime. C'est ça. Les Bleus qu'on aime.
Je vois les sourires sur vos visages, ça fait plaisir. Caroline, je me tourne vers vous, une pub de quasiment 2 minutes où on ne vend rien concrètement, juste de très belles valeurs. Comment est-ce qu'on arrive à convaincre son COMEX, par exemple, d'investir autant sur ce type de message, quand bien même on sait que voilà, les objectifs parfois ne sont pas forcément ceux-là précisément? Alors on leur dit rien. C'est exact, c'est vrai. C'est vrai. Il faut beaucoup de courage. C'est vrai, ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé comme ça. Racontez-nous comment ça s'est Alors passé. c'est une magnifique pub de Publicis, donc je peux le dire. Non, alors, mais vraiment, en fait, vraiment, et ça montre aussi le changement dans les entreprises. J'insiste là-dessus parce que quelquefois, on regarde les entreprises en s'imaginant. Alors là, on a des imaginaires sur les entreprises qui sont totalement faux. En fait, les meilleurs acteurs du changement, ce sont les salariés des entreprises, les salariés de la com, du marketing, des équipes qui ont envie de faire passer des messages. Alors, comment on en arrive là? Tout simplement parce que on a des équipes dirigeantes qui ont envie de faire changer le regard sur un certain nombre de choses, et en particulier, nous, on se bat beaucoup pour le sport féminin. Pas juste pour le sport féminin, mais juste pour l'égalité entre les hommes et les femmes, les salaires, et puis surtout le fait qu'aujourd'hui des équipes de sport masculin sont payées 3, 4, 10 fois plus que les mêmes pour des femmes, tout simplement parce qu'on a aussi un imaginaire qui est que le sport féminin, ça n'apporte pas d'émotion comme le sport masculin. Donc on est encore sur ces imaginaires. Et donc l'idée là, c'était juste de faire changer, en particulier la vision des hommes. Parce que les femmes, à la limite, c'est pas celles qui regardent le plus le sport à la télé, mais les hommes, ça l'est. Et en fait, on a voulu, et franchement, un grand bravo à Publicis parce que c'était vraiment pas gagné. Et l'idée, c'était ça. Et je pense, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, moi je pense que la communication, quand elle est entre deux bonnes mains, elle est transformante, voire militante. Et tu disais, moi j'ai vécu beaucoup d'époques de la communication, et en particulier cette époque où on nous faisait faire des photos où il fallait avoir la famille idéale, qui était l'homme, la femme, les enfants. Et on est maintenant dans un monde complètement différent, dans lequel, effectivement, il faut absolument qu'on montre que le monde a changé, que la famille est complètement transformée, qu'il y a toutes sortes, effectivement, de modèles familiales. Et je pense que c'est exactement ça qu'on peut faire avec des communications. Et tout à l'heure, on disait, on regardait les baromètres, mais je pense que, encore une fois, ce qu'on a dit tous et toutes, c'est l'offre qui crée la demande, en fait. Et ça, sur la responsabilité, sur l'écologie et sur nos sujets qui nous intéressent aujourd'hui, c'est vraiment ça qui fait la différence. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est aussi que y a la com et puis il y a la réalité. Et aujourd'hui, dans les entreprises, pourquoi est-ce que ça bouge? C'est juste qu'on est confronté à une réalité pure et dure qui est que, si je prends nos métiers, aujourd'hui, les assureurs vont arrêter d'assurer les infrastructures qui ne seront pas conformes à des températures de plus de 40 degrés pendant un certain nombre de jours, ou à des situations de flooding, je ne sais plus comment on dit flooding en anglais, en français, inondation, pardon. Et ça, c'est la réalité. Donc en fait, toutes les entreprises, dans les COMEX et dans les instances dirigeantes, sont confrontées au fait que nous, on a des antennes. Si mes antennes ne sont pas capables de tenir des vents de plus de 200 km/h pendant plusieurs jours, Mayotte, c'est 97% du réseau Orange qui est tombé. Il n'y avait plus rien qui a été détruit. Les antennes ont été détruites. D'accord ? Donc, il faut quand même comprendre qu'on n'est plus sur... Et je pense qu'il faut sortir du côté storytelling, effectivement, très joli, c'est bien pour la planète. Non, c'est plus que ça. C'est que demain, on va avoir un énorme problème. Et il est déjà existant. Et si vous parlez à des assureurs, et c'est les meilleurs... Moi, je fais intervenir des assureurs maintenant dans mes séminaires d'équipe et dans mes séminaires de dirigeants, parce que quand ils expliquent que dans 3-4 ans, il n'y aura plus d'assurance, si vous n'avez pas le matériel qui va bien pour tenir les températures extrêmes, je peux vous assurer que tout d'un coup, ce genre de pub... Il n'y a pas de problème, je la fais passer comme je veux. Donc, et encore une fois, et puis il y a des changements à la tête des entreprises. Moi, j'ai une dirigeante
d'abord, Christelle Edman, donc ça change aussi la perception et la vision des choses. Alors sans être caricatural, le management à les femmes, les hommes, mais juste ça change et c'est différent. Elle a des jeunes enfants, donc sa vision de la téléphonie, je peux vous dire que c'est pas la même. Quand elle parle au marketing et qu'elle exige d'avoir des contrôles parentaux qui sont efficaces, elle exige des contrôles parentaux efficace. Et elle, quand elle va mettre le téléphone entre les mains de ses gosses, elle veut être sûre qu'ils vont être protégés. Donc c'est une vision qui est extrêmement différente. Et ça, très franchement, ça change la vie. Et quand vous regardez toutes les entreprises, les grandes entreprises du CAC 40, bah, les patrons sont plus jeunes, sont éduqués différemment dans certains cas, et en tout cas, pas tous, non, mais... Et ils ont des équipes qui ont changé. On a tous évolué. Et donc, alors, on parlera des paradoxes. Et il y a encore des sujets, il y a des gros sujets pour faire bouger les choses. Mais ce genre de choses, on a eu, alors j'ai plus le nombre, j'ai plus suivi, mais je crois qu'on est à... En fait, c'est marrant parce que la question que tu posais, c'était de mettre beaucoup d'argent sur la table. En fait, on n'a pas mis beaucoup d'argent du tout, parce qu'en fait, c'est parti. En fait, ce qu'on a fait, c'est que on a fait sortir cette campagne sur Internet, sur des influenceurs qui ont l'habitude de faire des compilations de football. Et donc, on a piégé des gens qui avaient l'habitude de regarder des compiles de football, sachant que, pour info, à l'époque, compile football masculin, c'est que des super buts, compile football féminin, c'est que des trucs ratés. Donc, on s'est servi de ce truc-là pour piéger les gens. Ouais. Et c'est ça qui, en fait, a été génial, c'est qu'en piégeant les gens, en fait, le truc est parti, les gens se sont filmés en train de piéger d'autres gens. Et du coup, le truc est parti. On a fait plus de 200 millions de vues dans le monde. Et là, cette semaine, on vient d'apprendre, c'est la campagne mondiale cette année, en 2024, pardon, qui a été la plus primée au monde. Donc ça veut dire que c'est une campagne qui a fait le tour du monde sans argent, parce qu'en fait, elle prend les gens au piège de leur propre biais. Et ce qui prouve bien quand même que, globalement, les gens, ils ne sont pas mauvais au départ, puisqu'ils sont prêts à être d'accord pour être piégés sur leur propre biais. Mais ce qu'il faut, et c'est ça que moi j'adore, c'est pour ça que j'adore bosser avec Orange, et il y a plein d'autres cas, on pourrait montrer plein de campagnes, c'est qu'en fait, à chaque fois, quand tu veux aborder des sujets de responsabilité, là, en l'occurrence, le lancement du partenariat avec les Bleus, avec un E, tu le fais avec un décalage, mais tu le fais avec créativité. L'obsession de Caroline, la pression qu'elle nous met, c'est qu'on soit créatif, surtout quand le sujet, il est responsable. Et ça, quand la cause est noble. Ça, c'est super intéressant. Encore plus quand la cause est noble. Ouais. Juste quelque chose là-dessus, parce que je trouve que c'est un débat vraiment intéressant. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit, quand on a lancé tous ces travaux autour de la communication responsable, on est aux alentours de 2007, ils nous ont dit « Ah, mais c'est moche, ça va être chiant, ça sert à rien, ça va être donneur de leçons ». Or, on montre bien qu'il peut y avoir une créativité extrême. Et ça, c'est aussi une grosse leçon pour tous les DA, tous les directeurs artistiques, etc., toutes les équipes qui parfois étaient quand même assez réfractaires. Et on peut gagner des prix. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'hyper important. C'est exactement le calcul du coup que vous faites aussi, Nicolas. Merci pour cette magnifique transition. À nouveau, Valérie, je vais te laisser ma place. Nicolas, du coup, racontez-nous, parce que alors on a un petit spot à regarder. Peut-être on commence par ça et ensuite on s'en parle. J'ai rien à dire, allez. Non, alors nous on est une toute petite société, hein, donc c'est sûr que quand on prend des paris comme faire une pub, on est obligé d'être créatif et d'essayer de créer de la réflexion. En l'occurrence, un des objectifs de cette pub, c'était aussi de casser un peu des imaginaires. Il y a deux imaginaires sous-jacents dans la consommation de viande. Il y en a un qui est que
en fait, on a complètement perdu le lien entre l'animal et la viande. Si vous regardez, enfin, c'est exceptionnel à quel point on n'a plus du tout le lien entre la viande qu'on achète en supermarché et l'animal. Mais au point où il y a beaucoup de gens qui savent même pas de quel animal ça vient. Et donc, une des idées, bien sûr, c'était de rétablir un peu ce lien, que en fait, il y a un lien entre l'animal et la viande. Et le deuxième imaginaire, il est un peu plus subtil, mais on a fait le choix de mettre un homme en train de manger ce sandwich, alors que la majorité de nos consommateurs sont des consommatrices. Tout simplement parce qu'il y a vraiment dans l'imaginaire collectif un lien très fort entre la consommation de viande et la virilité. Il y a ce truc c'est un truc de bonhomme, on mange de la viande, et baisser sa consommation de viande, bah, c'est vraiment, c'est pas du tout accepté. Enfin, ça évolue beaucoup, mais il y a un gros travail à faire, je pense, d'imaginaire collectif pour que ce soit beaucoup plus accepté. Et voilà, je ne sais pas si tu avais une question spécifique. Peut-être la portée en fait de ce message, parce que tu disais petit budget, alors petit budget relativement parlant, mais c'est quand même un budget de faire ce type de spot. L'effet derrière, en organique que vous avez obtenu, de quelle manière, enfin, est-ce que vous l'avez quantifié et si oui, est-ce que vous avez vu un lien de corrélation direct avec les progressions, notamment en termes de CA qu'on évoquait tout à l'heure? Parce qu'il faut quand même se parler à un moment du business aussi, c'est aussi fait pour ça, surtout quand on est une marque native. Bien sûr, nous avons un ROI de 153%, mais non, nous ne savons absolument pas si ça marche. Non, ça marche très bien dans le sens où la campagne, voilà, c'est des campagnes de notoriété. La campagne, elle a été beaucoup relayée sur les réseaux sociaux. On a fait le choix aussi de la diffuser. Donc on n'a pas le budget pour la mettre à la télé malheureusement, mais on l'a diffusée dans les cinémas. Et en fait, ça a créé vraiment un truc incroyable parce que la musique est assez intense. C'est théâtral, on a des salles qui explosaient de rire pendant un mois dans toutes les salles de cinéma de France. Donc c'était vraiment je pense que pour le coup, ça a été assez impactant comme campagne de notoriété. Voilà. Top. Alors là, on a parlé de toutes les bonnes nouvelles. On va quand même rentrer un peu dans les sujets qui grattent, si vous voulez bien, parce qu'évidemment, la transformation est un long chemin. On va se refaire un petit coup de... Et peut-être commençons par les dilemmes. Caroline, on en parlait quand on préparait cet entretien. À la fois, on voit qu'un groupe comme Orange se positionne de manière assez massive pour transformer les imaginaires, et en même temps, pas plus tard que la semaine dernière, je vois une pub pour nous vendre l'iPhone 16 parce que la caméra, l'appareil photo est soi-disant 10 fois plus performant que celui que j'ai aujourd'hui sur mon iPhone 12. Et mes fils derrière qui arrivent en me disant « Maman, il faut que tu achètes l'iPhone 16 ». Donc il y a un sujet, un moment aussi de cohérence, de dissonance cognitive, notamment qui touche les plus jeunes, parce que moi, j'ai pas de problème à dire que mon téléphone fonctionne très bien. Mais comment est-ce que vous gérez ce type de paradoxe quand on a par ailleurs derrière, on sait quand même la vérité, des équipes marketing qui poussent aussi aux chiffres? Alors, c'est à la fois un paradoxe et à la fois ça n'en est pas un, parce que l'entreprise, c'est une entreprise qui est là pour faire des profits. Hein. Il ne faut juste pas se tromper de débat. Donc, je ne suis pas une ONG. Je suis vraiment une entreprise. On doit vendre un certain nombre des forfaits, des téléphones. Là où je trouve... Et donc, effectivement, là où il y a peut-être pas un dilemme, mais en tout cas... des choses qui ne sont pas évidentes à vivre pour les salariés ou pour les entreprises, c'est que vous allez avoir d'un côté effectivement des équipes marketing qui ont des objectifs de vente, les vendeurs qui ont des objectifs de vente, les boutiques qui ont des objectifs de vente, hein, d'accord, et donc ils doivent le faire. Et en parallèle, vous avez toute cette lignée d'autres fonctions, dont la com, parce que la com, elle est plutôt... quand même, en particulier la com dite corporate, elle est plutôt là pour essayer de vendre des messages, essayer de montrer des choses positives et donc de la responsabilité. Vous avez la RSE qui est derrière, qui vient avec ces demandes en particulier. Et donc la façon dont on réconcilie ça, c'est quand même d'abord, nous avons des objectifs qui sont liés à notre responsabilité sociétale et environnementale. Donc on a un certain nombre d'objectifs sur la consommation de carbone et sur évidemment tout ce qui est dans la CSRD et toutes les normes que nous avons. Donc ça veut dire que les équipes marketing sont évidemment embarquées pour faire en sorte qu'elles respectent aussi un certain nombre d'éléments. Puis surtout, nous, on a essayé de trouver une solution à ce dilemme
qui était finalement ce qu'on a appelé l'économie circulaire, mais en gros, qui était le recyclage. C'est-à-dire qu'on s'est dit, bon, ok, de toute manière, on est un opérateur, ça va être compliqué de ne pas vendre des téléphones. À un moment donné, c'est quand même l'attente des consommateurs, et puis ça fait partie de notre métier. Mais par contre, on est parti du constat qui est que ces petites choses-là, il y en a, alors pas celle-là, mais de façon générale, 5 milliards de téléphones qui sont quelque part dans vos tiroirs. 5 milliards. C'est énorme. Faites le calcul chacun, chez vous. Depuis la nuit des temps, hein, c'est cumulatif. Et on le sait parce que vous en avez tous. Alors, c'est un peu compliqué parce que ces dernières années, c'est aussi recyclé dans les familles. Donc, quand on en a un, finalement, ensuite, on le file à son gosse, à sa sœur, machin. Bon. Mais de façon générale, ça reste quand même beaucoup dans les tiroirs. Et donc, on s'est dit, on a été parmi les premiers, on a dit, il faut qu'on crée, finalement, cette dynamique de recyclage, de reconditionnement. Et quand on a fait ce qu'on a appelé le projet RE, en fait, qui était un projet qui était purement français au démarrage, qui est maintenant un projet international, donc on a dans tous nos pays, et tous nos pays d'Europe, hein, et dans lequel vous revenez avec votre téléphone, vous pouvez le recycler, on le reconditionne. Le problème qu'on a là-dessus, donc ça marche super bien, à part que la filière, elle est très faible encore. En particulier en France. Donc on a des usines de recyclage, il y en a un petit peu. Alors moi j'ai connu l'époque, je peux vous dire, où on recyclait en Afrique. Donc le téléphone, il venait en France, ensuite il repartait en Afrique, il était reconditionné, puis il revenait ensuite en France. D'un point de vue écologique, moi, je ne suis pas vraiment sûre. Alors, clairement, on appelait ça du reconditionnement et du recyclage, mais là, vraiment, on avait un dilemme total. Aujourd'hui, on a des entreprises qui font ça, mais il n'y en a pas suffisamment. Donc, mais par contre, ce qu'on voit, c'est que la chose qui marche pour qu'on achète du reconditionné, c'est le prix. Et en fait, c'est pas encore le fait de se dire ouais super, je vais avoir un téléphone, il a été reconditionné, donc quelque part c'est bien ce que je fais comme action. Non, il faut vraiment que ça coûte moins cher. Et donc l'iPhone reconditionné, en particulier les plus jeunes, pour les acheter, il faut vraiment qu'il ait la même tête. Il ne faut pas que ça soit l'iPhone 5-6, il faut quand même que ça soit plus dans les 10 et plus. Mais néanmoins, ça marche. Aujourd'hui, on doit en être à 22 millions de téléphones reconditionnés revendus, donc c'est plutôt bien. Voilà. Mais il faut continuer la bataille et il faut surtout créer une filière parce que sinon, ça ne sert à rien. Et du coup, si on revient sur la question des ordres de grandeur, ça représente quelle proportion aujourd'hui des appareils vendus par Orange ? À peu près, on doit être à peu près à 10%. Voilà. C'est très peu. Ça reste très peu. Donc là, on relance. Parce que la seule façon de faire en sorte que ça marche, c'est de relancer de la communication dessus. Donc là, on est en train de relancer toute une communication sur le reconditionnement, recyclage, avec quand même le sujet du prix qui est quasiment en premier, plutôt que juste faites une bonne action. Parce que ça ne suffit pas. Et c'est pas grave. À partir du moment où ça marche et les gens se disent c'est bien, je vais quand même reconditionner. Je pense que ce qui marche le plus, c'est quand on interpelle les consommateurs en leur disant mais franchement, qu'est-ce que vous faites avec tous ces téléphones dans vos tiroirs, qui servent à rien. Alors je veux bien garder le Nokia machin là, le premier. Bon, ok, je comprends symboliquement, mais très franchement, il faut absolument arriver à les faire sortir de là et puis à trouver une vraie dynamique de recyclage et de reconditionnement. Et puis quand même, alors moi je trouve quand même qu'on commence à avoir des vraies tendances de je ne vais pas remplacer mon téléphone parce que ça fait quand même que 2 ans que je l'ai, ou 3 ans. Et en particulier chez les jeunes, nous on le voit, et on voit des jeunes qui commencent à vraiment considérer que rechanger un téléphone alors qu'on l'a que depuis 2 ans, c'est pas responsable. Donc ça, c'est peut-être des dynamiques sur lesquelles on va continuer à travailler parce que nous, pour le coup, on est vendeur de téléphones parce qu'on revend, parce qu'il faut bien avoir ça pour les forfaits, mais c'est pas notre métier cœur. Et donc, on est plutôt partant pour avoir une communication qui serait de dire arrêtez de changer de téléphone tous les 2 ans. En fait, ça ne sert à rien. Mais on en vient à la fameuse question du modèle d'affaires, c'est-à-dire ce fameux changement de paradigme, Valérie, que vous appelez de vos voeux, et vous, et les experts plus généralement, qui dit bien que pour
rentrer dans ces fameuses limites planétaires et respecter les engagements qu'on a pris d'un point de vue environnemental, il est fondamental de transformer en profondeur ces fameux modèles d'affaires et donc l'offre précisément de produits. Et la question, du coup, c'est, peut-être tu veux détailler cette partie-là. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour une entreprise? Et donc, quelles sont les attentes que tu formulerais, toi, pour la publicité, pour aller dans ce sens-là? Il y a plusieurs choses. Je pense que c'est le cœur du problème. Exactement, c'est pour ça qu'on y revient. Il faut redéfinir ce qui a de la valeur. Et ça, c'est un vrai souci. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on passe globalement d'une économie dite linéaire, qui est fondée sur un modèle de vente en volume, hein, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, à un modèle qui soit sobre et circulaire. Et ça ne se fait pas en claquant des doigts, et on sera obligé de travailler collectivement et d'y aller point par point. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, on a besoin que ce modèle sobre et circulaire, il soit fondé sur quoi? Sur l'usage et sur le service. Ce qui veut dire qu'on ne va pas avoir la même façon de structurer les choses en interne dans les entreprises. Par exemple, je vais prendre un autre cas, hein, on va prendre le cas par exemple du B2B d'un Michelin, par exemple, qui vend des pneus pour les pros, okay, pour les camions. L'économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est de dire, par exemple, jusqu'à présent, dans l'économie linéaire, je te vendais des pneus et j'avais plutôt intérêt à ce que mes pneus y pètent parce que tu m'en rachètes à chaque fois. Okay, donc, faut vendre, faut vendre, faut vendre. L'économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est de dire, OK, je ne te vends pas les pneus, je te vends le service de pneus. Et là, ça change considérablement les choses. C'est-à-dire que Michelin, pour le coup, va avoir intérêt à ce que ces pneus durent beaucoup plus longtemps. Donc, il va peut-être mettre en place un service de réparation. Il va mettre en place un service d'éco-conduite. Et donc, il ne va pas se rémunérer sur la vente en volume. Il va se rémunérer sur ce nouveau service. C'est en ça que c'est un changement de paradigme extrêmement fort. Et ce n'est pas simple, sur lequel il faut bien sûr débuter. Mais ça, il y a déjà ce premier problème-là. Le deuxième problème que je vois, c'est aussi le changement de modèle sincère et complet. On n'a pas parlé de back market, de Vinted, etc. Peu importe le nom de ces entreprises. Mais en fait, le reconditionner, si on est toujours dans un modèle publicitaire qui te dit c'est flambant vieux et il faut en changer aussi souvent qu'on en a envie, puisqu'après tout, c'est du reconditionné, moi, je dis que les gens, ils ont un petit problème. Ils ont à la fois... Et c'est pour ça que pour nous, c'est un peu du greenwashing, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, on leur dit, t'as fait une bonne action, mais du coup, t'es tranquille, puisque ça te permet d'être, de considérer que t'es un citoyen, entre guillemets, modèle. Et c'est là où moi, j'ai une petite difficulté. C'est très bien d'acheter du reconditionné, mais il faut le mettre à la hauteur de l'ambition. Et j'aime bien, quand on parle justement, de dire, il y a des jalons. On a le droit de dire, voilà, là aujourd'hui, on fait déjà un effort sur le reconditionné. Il y a une trajectoire. Qu'est-ce que je vais faire dans 5 ans? Qu'est-ce que je vais faire dans 10 ans? Si on ne fait pas la trajectoire, c'est utopique. Ensuite, il faut réduire. Quand on entend parler de recyclage, je ne dis pas que ce n'est pas bien. Mais ce n'est pas ça, l'économie circulaire. La première chose qu'il y a à faire, c'est résoudre notre problème de ressources. À partir de ce moment-là, il faut réduire et encore réduire. Et quand parfois, en plus, tu as la cerise sur le gâteau, mais ce n'est pas votre cas, de la compensation carbone, mais ne me lancez pas là-dessus, là, c'est la totale, quoi. Et ça, moi, j'ai un vrai problème de ce côté-là, c'est que ça reste encore quelque chose. Et enfin, je voudrais attirer votre attention sur 2 chiffres. 36 dans le baromètre Greenflex ADEME consommation responsable sorti l'année dernière, on démontre qu'il n'y a que 36% des gens qui ont confiance dans les entreprises. Or, le problème de la confiance, il est fondamental. Si on n'a pas confiance dans l'entreprise, si on se dit tout le temps, ils nous mentent, on ne sait pas trop si c'est vrai, on a besoin de preuves, etc., ça pose un problème. Et c'est en ça, je trouve, que la question de la responsabilité, et non pas du fait de se dire plus parfait que parfait ou plus vert que vert. Ça, c'est hyper important. Parce que le fait de ne pas être en capacité de communiquer sur sa trajectoire, sur les jalons, et de vouloir toujours faire le coup de com' marketing du « je suis meilleur que tout le monde », c'est ça aussi
qui nuit et qui freine la transition écologique. Et je crois que c'est justement ce travail-là qui est en train d'être fait par un certain nombre d'agences de communication et d'annonceurs qui s'ancrent là-dedans et qui s'ancrent dans une démarche qui est plus sincère. Parce que sincérité, humilité, transparence, ce sont les bases de la communication responsable. Là, je pense que c'est ça aussi. Alors moi j'ai un gros dilemme parce qu'en fait il est 18h20, j'ai encore 22 questions à vous poser. Est-ce qu'il y a beaucoup de questions dans la salle ou pas pour voir si j'ai encore 5 petites minutes? Forcément, alors je m'en offre une dernière. Difficile quand même de ne pas... j'avais envie de vous montrer évidemment les annonceurs courageux qui commencent à mettre en avant ce type d'offres alternatives. On pense évidemment à la pub Renault qui invite quand même, et c'est assez inédit, à moins consommer, à moins utiliser sa voiture. Donc c'est assez atypique. Je pense qu'on aurait eu du mal à voir ça il y a une vingtaine d'années. Et on pense aussi évidemment à cette pub de l'ADEME qui est devenu donc annonceur à son tour et qui a mis en avant, on va regarder juste ce spot-là et puis après je vous entends réagir et ensuite je vous laisse vos questions. Bonjour. Bonjour. J'ai besoin de penser ma table. Vous prendriez laquelle, vous? Ben, j'en prendrai pas. Comment ça? J'en achèterai pas. Vous êtes bizarre, vous, comme vendeur. Ah non, pardon. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est d'acheter un objet que vous allez utiliser qu'une fois. Vous avez pensé à la location? Ou l'emprunt? C'est mieux pour les ressources de la planète et c'est plus économique pour vous, hein. Chaque geste compte. Posons-nous les bonnes questions avant d'acheter. Pour emprunter ou louer, rendez-vous sur épargnonsnosressources.gouv.fr. Vos réactions? En fait, c'est la pub qui a été faite par Havas Paris. Ouais. Et je tiens, c'est important. Un bon brief avec une agence, ça donne ça. Ou ça donne celle des Bleus tout à l'heure. C'est un binôme. On fait on fait une campagne à deux. Sinon, ça ne marche pas. Donc, le brief, il est essentiel. Et la responsabilité de l'annonceur, elle est essentielle. Oui, et le courage d'acheter aussi des choses qui vont derrière faire des conversations. Moi, j'adore cette campagne qui vient en effet d'Havas et dont j'ai eu plusieurs fois l'occasion de le dire publiquement que je l'aimais parce qu'en fait, ce qu'elle a fait, d'ailleurs comme les Bleus, c'est des conversations. C'est très bien de passer à la télé, mais au fond, aujourd'hui, notamment les plus jeunes, ils ne la regardent pas tant que cela. Là, vraiment, le sujet, c'est l'engagement derrière. Donc, et cette campagne, elle a beaucoup fait parler d'elle. Elle a beaucoup énervé aussi. Elle a beaucoup énervé aussi. Oui, j'aimerais voir le regard des annonceurs. C'est hyper intéressant qu'elle énerve aussi un petit peu. Qui parle? L'ADEME. C'est pas un vendeur de ponceuses. Évidemment. C'est l'ADEME. L'ADEME, son rôle... Et donc la planète. Le rôle de l'ADEME, c'est de temps en temps de prendre la parole, et par exemple par la publicité, ce qui me paraît quand même un bon moyen de communiquer, et de dire, par un message qui donne envie, qui fait rire, qui fait plaisir, enfin voilà, qui intéresse, qui provoque, c'est de créer une information. Et oui, on n'est pas toujours obligé d'acheter pour utiliser quelque chose. Voilà. Oui, alors je ne vais pas me faire que des copains chez les autres annonceurs, mais c'est vrai que moi, elle ne m'a pas gênée en fait. Je l'ai trouvée plutôt sympa. Je comprends qu'elle puisse, parce qu'elle prône une forme de décroissance, elle prône le fait d'arrêter de consommer, de renoncement. Et c'est vrai, je peux comprendre que, effectivement, dans certaines entreprises, ça ait pu énerver. Mais bon, en fait, je trouve qu'elle met surtout la conversation sur le sujet. D'abord, il y a des modèles aussi de leasing, il y a des modèles de location, il y a plein de choses qui existent. Nous, on a réfléchi, par exemple, aux locations de portables. Enfin, il y a plein de modèles qui existent. Donc, non, je trouve que c'est bien. Et de toute manière, actuellement, il faut mettre plutôt les conversations sur la table plutôt que se dire on est tellement polarisé, on est dans une société où les gens se mettent sur la gueule pour n'importe quoi. Donc franchement, ayons ce genre de communication, soyons capables d'en parler. Et moi, je trouve que c'est très bien. Valérie et puis Nicolas, peut-être un dernier mot et ensuite sur la sobriété. Merci. C'est un petit peu différent parce que c'est une campagne qui s'adresse. Là, vous ne voyez que le spot pour le grand public. N'oubliez pas qu'on ne s'adresse pas que au grand public. On a d'autres. L'autre partie était la campagne s'adressait aux pros. Et elle parlait de quoi? Elle parlait d'éco-conception. Elle parlait également d'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Bref, si on veut changer les modes de vie, il faut changer
certes, les modes de consommation, mais on ne changera pas les modes de consommation sans changer les modes de production. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est une campagne aussi, et c'est ça son intérêt, qui a effectivement provoqué le débat. Bon, c'est pas ennuyé pendant 2 mois, il faut quand même pas se leurrer. Hein. Et on meurt du non-débat, on meurt du dogme contre dogme. Si aujourd'hui, on n'a pas le courage, et aussi on n'a pas la capacité à débattre ensemble, c'est pas grave qu'on soit pas d'accord. Mais on a besoin de débattre. Dans quel monde voulons-nous vivre ? Quel mode de consommation, quel mode de production, quel mode de vivre ensemble ? Et ça, c'est ce qu'elle raconte, cette histoire-là. Bon, le vendeur atypique, pour l'appeler comme ça, il est là, en fin de compte, parce que c'est votre petit Jiminy Cricket. Et elle a super bien performé. Je vous dis un truc. Cette version-là, c'est la version dite 2024. Elle a encore plus performé que celle de 2023. On vient d'avoir les résultats du post-test. Et ça aussi, c'est important pour nous. Et ça montre bien que les gens, ils sont prêts et qu'ils ont envie de débattre aussi de ces questions-là. La réponse, elle est entre nos mains de citoyens, le bulletin de vote, et de consommateurs, la carte bleue. Et c'est ça qu'elle nous dit. Mais choisissons ensemble, et après, c'est démocratique, normalement. Nicolas, tu voulais rebondir ou tu voulais ajouter quelque chose? On est bon. Alors, à vous. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez des micros sur les tables, il suffit d'appuyer sur le bouton devant. On va vraiment devoir libérer la salle dans 4 minutes, donc je vous demande d'être précis et concis sur les questions. Est-ce que oui, tout le monde entend? Alors Très déjà, bien. merci pour cette table, c'est génial. Et j'aimerais tout d'abord remercier Lavie pour son combat contre Interbev. Merci beaucoup pour les éléments de langage, c'est très important. Et maintenant, pour revenir sur la question qui est la communication au service des consommateurs, enfin comment on devient des consommateurs, j'aimerais savoir comment et à qui on doit faire des campagnes de communication pour que les gens enfin se réveillent pour acheter, on va dire, éthique. Par exemple, tout le monde sait ici pour Zara, pour Nike, et pourtant on voit encore leurs chiffres et les publicités monter. Donc, est-ce que c'est à nous ou est-ce que c'est au privé de faire des campagnes? Et est-ce qu'il faut être drôle et radical? Merci. Alors, je peux peut-être. Alors, je ne vais pas vous dire s'il faut faire des campagnes. Enfin, moi, je ne vais pas faire des campagnes contre Zara, c'est clair. Et moi, je pense qu'en fait, il faut. On est vraiment. Je répète ce qu'on disait. On s'est tellement polarisé sur ces sujets qu'on a oublié qu'on pouvait se parler et s'écouter. Donc, je pense, moi, j'ai confiance dans les entreprises d'abord et dans les consommateurs. C'est-à-dire que je pense que il faut vraiment qu'on arrive à faire comprendre un certain nombre de choses et les consommateurs sont capables de les entendre. Donc, d'avoir aussi de l'alternative. C'est-à-dire que moi, je comprends que des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens aillent chez Zara, H&M. Il faut juste qu'ils sachent qu'effectivement, une grande partie de la production est faite peut-être très loin et donc peut-être pas dans les meilleures conditions. Bref, encore que Zara, c'est quand même beaucoup en Espagne encore. Mais et je pense qu'en fait, il faut juste dire les choses aux gens et les laisser prendre leurs décisions. Moi, je suis complètement contre et voire hystérique sur tout ce qui est boycott ou autre parce que je trouve ça débile. Au-delà du fait que c'est complètement illégal, mais en plus, je trouve ça débile parce que c'est tellement simpliste qu'on ne voit pas la réalité derrière d'un certain nombre de choses, dont les impacts sociaux qui sont sur un certain nombre de marques. Moi, je pense qu'en fait, il faut informer. Donc, il y a des instituts, il y a des qui sont capables d'informer sur un certain nombre de choses. Il y a plein de sites internet qui existent qui permettent de se faire son opinion. Et après, voilà, on ne peut pas mettre un revolver sur la tempe des gens pour leur faire consommer comme on a envie. Je pense qu'il y a des gens qui vont consommer du H&M parce qu'ils n'ont pas les moyens de consommer autre chose et ils le font. S'il y a une alternative d'une marque pas trop chère qui permet de consommer mieux, tant mieux. Je ne suis pas sûre que ça... Là, pour le coup, ce n'est pas une question de communication, c'est une question d'information. Et ensuite, là où on doit peut-être informer plus, c'est sur la réalité de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, sans être dans la, je dirais, faire peur aux gens, mais la réalité, comme je le disais, quand les assureurs vont arrêter d'assurer, là, on va prendre conscience qu'on a un vrai problème, en fait, de fond sur les problèmes écologiques. Donc, laissons faire. Enfin, moi, je pense que les gens prennent conscience d'un certain nombre de choses à partir du moment où on leur donne la bonne information. Peut-être pour compléter,
Moi, je pense que l'agence, l'ADEME, c'est aussi son job. On nous a dit, à un moment, hein, sur la pub, novembre 2023, est-ce que c'est vraiment votre job? Mais oui, c'est notre job. Parce qu'aujourd'hui, le problème, quand on parle d'imaginaire, etc., mais on parle de quoi? On parle de remettre au centre du récit commun le besoin, la notion de besoin. J'en ai besoin ou j'en ai envie? Quand on voit le nombre de vêtements qu'on ne porte pas, qu'on a achetés et qu'on n'a jamais porté et qu'on ne portera jamais parce que c'était jaune poussin et que de toute façon on déteste le jaune poussin, ça pose quand même une vraie question. Et en fait, c'est qu'il va falloir déconstruire un imaginaire consumériste qu'on a depuis plus de 70 ans. Ça prend énormément de temps. Et je suis d'accord, ça passe notamment par les questions d'éducation. Mais ça passe aussi beaucoup par le milieu culturel. Et donc, à ce titre-là, le monde de la culture, le monde des médias, on n'en a pas parlé, etc., en plus du monde de la communication et du marketing, ils ont un rôle qui est hyper important. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ou est-ce que j'en ai envie? On fait faire un test, on a fait faire un test dans une étude. Dans une étude, on a dit aux gens, très bien, tu veux aller acheter sur des trucs là, sur un site. Bon, t'y vas. Tu sélectionnes tout ce que t'aimes. Tu mets dans ton panier. Après, tu t'en vas et pendant 24 heures, t'attends. Déjà, là-dessus, il y en a, ils sont un peu addicts. Hein. Mais au bout de 24 heures, il y a plus de la moitié des gens qui abandonnent l'intégralité de leur panier. Ce qui veut dire qu'ils n'en avaient pas besoin. Ça paraît complètement stupide comme petit tips, mais je vous dis que ça marche vraiment parce que, au contraire, les gens, de toute façon, ils regrettent énormément leurs achats impulsifs. Donc, ça passe par une reconstruction. Mais ce sera le mot de la fin. J'ai en partie tenu ma promesse, mais pas tant que ça, puisque je n'ai laissé qu'une seule question. Peut-être vous pouvez ensuite continuer à vous entretenir avec les intervenants qui malheureusement partent. Donc ce sera aussi une fausse promesse. Je suis navrée, on doit vraiment libérer la salle. Merci infiniment à vous et à vous quatre. C'était passionnant et à très vite.